Elle dit avoir rendu Montréal plus féministe, plus verte aussi, mais pas plus rose malheureusement parce que j'attends encore ma ligne de métro dans l'Est. Même si elle quitte la vie politique dans quelques mois encore, son rire contagieux et son enthousiasme nous manquent déjà un peu. Bienvenue à notre grande entrevue de la semaine, Madame la mairesse. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Et vous? Ben oui, merci d'être dans notre bunker. Je sais qu'il reste encore quelques mois à votre mandat à l'Hôtel de Ville, mais on est-tu à l'heure des bilans, là? Ben oui, je pense que oui, parce que nécessairement, bon, l'été s'en vient, on prépare l'été, on est très, très occupés en ce moment. Oui. Mais donc, on va passer un bel été à Montréal, puis après ça, bon, on tombe, cet automne, c'est une campagne électorale, donc nécessairement, moi, je reste la mairesse jusqu'au 2 novembre, hein, c'est moi qui ai le pouvoir exécutif, qui prend les décisions, mais je pense que les Kodak vont être tournés beaucoup sur la course à la mairie. Vous le sentez déjà? Ça commence déjà à, tu sais, je veux dire, il y a un intérêt pour la course, Oui. les gens, les candidats, le Crabouin, tout ça, l'opposition, Oui. ça Oui, on le sent. En même temps, une campagne municipale, en général, hein, ça part quand même essentiellement à l'automne, où est-ce que l'on parle d'enjeux, puis on parle des différentes plateformes. Alors, tranquillement, pas vite, là, les équipes se préparent. Nous, on est déjà prêts. Alors, quand le signal sera lancé... Vous allez être là. Vous venez d'inaugurer la place des Montréalaises récemment, un symbole du rôle des femmes dans la ville. En quoi c'est important pour vous, ça? Bien, c'est important parce que, on le remarque, là, ça manque de représentation des femmes dans les espaces publics, hein, les rues, les parcs. Donc, nécessairement, dès qu'on a une occasion, on essaie de nommer des femmes. Et là, on s'est dit, ben pourquoi ne pas saisir cette opportunité, un grand parc? Et je dois dire que c'était à la base l'idée du Conseil des Montréalaises de Montréal qui ont dit, pour le 375e anniversaire, qui ont dit, hey, on devrait avoir une grande place. Et là, ben, c'est ce trait d'union entre le centre-ville puis le Vieux-Montréal, derrière l'Hôtel de Ville. C'est magnifique. En plus, ça recouvre une autoroute. On aime ça. Oui, puis là, c'est verdi. Il y a une œuvre qui parle de 21 femmes importantes de Montréal. Donc, il était temps. Et en fait, je dois le dire, c'est pas tout le monde qui le sait, mais il y a seulement à Montevideo, en Uruguay, qu'il y a une place dédiée aux bâtisseuses de la ville. Montréal, c'est la deuxième ville qui le fait, là. Donc, il y en manque de grands espaces pour dédier aux femmes. Fait que c'est un bel héritage. Des fois, on est dans nos chambres d'écho et on se dit, bon, ben, il me semble qu'on est rendu là, mais finalement, c'est pas si facile que ça. Juste le métro simulé avec des femmes, ça avait fait grincer des dents. Fait que peut-être que Fait que faut y aller un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois, puis il faut pas lâcher. Donc, nous, on a décidé de lancer même une banque de toponymie qui est seulement dédiée aux femmes, toutes sortes de femmes de toutes sortes d'horizons, pour permettre à chaque fois qu'il y a un nouvel espace qui est disponible, qu'on ait pigé directement dans cette banque de toponymie féminine. Encore une fois, la ville ne s'est pas bâtie toute seule. Elle ne s'est pas bâtie seulement avec des hommes. Il y a eu de grandes femmes, des femmes qui étaient aussi souvent dans l'ombre, mais qui ont contribué à son ascension, à son développement. Fait qu'il faut le reconnaître. Denis Coderre vous a accusé un peu de récupérer son idée avec ça, mais c'est vous qui l'avez mis en place, qui avez sélectionné aussi, je pense, les Montréalaises influentes. Oui. Puis je pense qu'il faut dire, M. Coderre, quand il était maire, là, le projet a commencé en 2018. Donc, moi, j'ai été élue en 2017. Puis c'est vrai que M. Coderre avait permis la requalification du site. Hein, c'est-à-dire de dire, hey, on devrait recouvrir l'autoroute et tout ça. Mais je dois dire qu'entre le projet initial et le projet final, non seulement on a rajouté 2 terrains, on a fermé une rue, on a fait le concours d'architecture, on a décidé de faire une œuvre, on a choisi les femmes. Donc, vraiment, j'ai envie de vous dire que la personnalité de cette place-là, je vais pas me l'attribuer juste à moi. Je vais l'attribuer à toutes les femmes qui ont travaillé là-dessus, le Conseil des Montréalaises. Puis, M. Coderre, ben écoutez, on le remercie pour sa contribution. À vous entendre, vous avez l'air quand même plus excité par cet héritage-là que l'anneau géant, mais l'anneau, ça pointe-tu cette affaire-là, finalement, l'anneau? Mais c'est très différent. L'anneau géant, la ville n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est pour ça aussi. Ouais. Puis, je vais vous dire, là, de l'art de rue ou des installations culturelles et d'art, c'est toujours... Hein, c'est rare que ça fait l'unanimité. Ah, peut-être à part les boules de M. Cormier là, dans le village. C'était beau, ça. Ça, tout le monde les aimait, oui. Vraiment. Mais souvent, une œuvre fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui adorent l'anneau, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais dans tous les cas, contrairement à ce que j'ai entendu, il n'y a aucun argent des contribuables qui est allé dans l'anneau. Bon, c'est au moins ça. C'est dit. On l'a entendu ici. Madame Plante, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se rappellent de vous dans 50 ans dans les livres d'histoire? C'est une bonne question. J'aimerais ça qu'on se rappelle de moi comme la mairesse qui a... que pendant mes 2 mandats, là, il n'y a eu pas de scandale, pas d'histoire nébuleuse, beaucoup de transparence. Hein, les Montréalais sont
profondément marquée par toute la corruption qu'on a eue là, dans les années précédentes. Alors là, ça leur fait du bien. Ils me le disent souvent. On est content, Mme la mairesse, de ne pas entendre parler d'affaires croches. De scandales de compteur d'eau, on n'a pas eu ça. De plein d'affaires, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est mon premier élément. Puis le deuxième, d'avoir vraiment fait une ville pour les Montréalais. Puis c'est sûr qu'une métropole, on veut la faire aussi pour les gens de l'extérieur qui viennent y travailler. Mais moi, j'ai toujours fait en sorte que mes choix étaient d'abord pour ceux qui habitent dans la ville, qui la vivent, qui la font évoluer, qui cherchent une maison, qui veulent y élever leurs enfants. Ça va toujours être eux la priorité. Puis ça donne que quand on s'occupe de la qualité de vie, là, ben c'est payant. C'est payant pour le tourisme parce que les gens veulent visiter des quartiers, veulent sentir le pouls de la ville. C'est bon pour les investisseurs qu'eux autres aussi se disent « Hey, mes travailleurs veulent pas juste travailler dans la vie. Ils veulent se sentir en sécurité, ils veulent se promener en vélo, à pied, aller dans des espaces verts. » Puis ça, Montréal, on l'oublie, mais c'est une ville qui est extrêmement verte. Mais depuis qu'on est là, on a doublé la superficie d'espaces verts à Montréal. Puis, j'ai envie de dire, une mairesse qui pensait aux gens qui habitent la ville, mais aussi à ceux qui vont l'habiter. Fait que moi, j'ai toujours eu cette idée-là. Même quand des fois, on fait des choix pas faciles comme réparer les rues, c'est pas le fun, c'est pas sexy, mais je voulais juste pas faire comme tout le monde puis pitcher ça en avant, me dire « Ah, ils s'en occuperont après les prochaines générations. » là. Parce que plus t'attends, plus ça coûte cher, puis plus il y a des chances que ça pète comme le geyser. Effectivement, oui. On s'en rappelle. On s'en rappelle, hein? Je reviens sur votre legs féministe. C'était inscrit dans votre ADN. Je pense que votre mère tenait à faire une féministe de vous. Pourquoi c'était si important dans votre famille? Ben, je pense que c'est... ma mère est de sa génération, hein, c'est-à-dire moi, je suis née dans les années 70. Donc, ma mère a suivi l'émancipation des femmes, la Révolution tranquille. Donc, elle vient de c'est ça avec quoi elle a grandi. Puis elle m'a transmis ce bagage-là. Puis moi, j'ai toujours une maman qui me disait, tu sais, tu feras bien ce que tu veux, sans me mettre de contraintes, très, très aimante, avec beaucoup d'encouragement. Une maman aussi qui me donnait la permission de me tromper, comme quoi c'était pas grave. Tu sais, moi, j'ai pas été élevée comme il fallait que je sois une bonne fille, là. En même temps, moi aussi, je suis quand même dans ma société, donc j'ai quand même reçu des messages comme quoi il y a souvent une façon d'être une fille, puis une façon d'être un garçon, mais on m'a beaucoup permis dans ma jeunesse de briser ça. Les stéréotypes, là. Oui, les billets, de les questionner, de pas être obligé de rentrer dans une boîte. Fait que ça, c'est très, très précieux. Puis moi, j'ai été une militante, je continue de l'être, mais j'ai milité beaucoup dans la rue comme féministe. J'ai fait la marche du pain des roses avec ma mère, d'ailleurs. J'ai milité pour plein de choses. Je suis pas sûre que je t'ai répondu. J'ai dit quelque chose d'intéressant? Pour le legs féministe, certain. Ouais. La marche du pain des roses, quand même assez probable. OK, cool. Non, ça va. Moi, je trouve ça intéressant, mais des fois, oui, c'était bon. Peut-être bon, vont dire, c'est quoi ça? Un petit retour dans le passé. Oui. Vous êtes né en région, à Rouyn-Noranda. Qui aurait cru qu'une personne qui a grandi dans une grosse ville de camions F-150 se ramasse à la tête d'un des principaux pôles urbains au pays, obsédé par les pistes cyclables en plus. Et là, il y a une rumeur. C'est vrai que vous n'avez pas de voiture? Non, on n'a pas de voiture. Mon mari, puis moi, puis nos 2 enfants. Ben oui, mais comment ça se peut, ça, avec des enfants? Ben oui, okay. Ça se peut. Fait que quand même, c'est un... C'est un mode de vie. C'est un choix de vie. Quand même, je dois dire, j'habite entre la ligne orange puis la ligne bleue. Fait qu'il y a des options de transport, on en avait, parce que, tu sais, on n'a pas de voiture, mais... C'était quand même une situation, tu sais, des stationnements communautaux, il y en a plein, il y a plein de Bixi, il y a 2 lignes de métro. Quand tu habites dans le coin du stade, là, c'est un peu plus difficile. Tu parlais de la ligne rose, là. Ouais. C'est pas pour rien qu'il en faut une. C'est pour ça que j'en veux une. Ligne rose, c'est dans mon coin. On est malheureux là-bas. C'est plus difficile là-bas aussi. C'est à Rivière-des-Prairies ou à Pierrefonds, Roxborough. Les options de transport, tu sais, sont... Puis je le dis parce que... il me viendrait jamais à l'esprit de dire comme tout le monde c'est pareil, tout le monde devrait pas avoir de voiture, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai autant milité, puis j'y crois au transport collectif, parce que si on veut encourager les gens à délaisser leur voiture, il faut qu'il y ait des options. Oui. Sinon, on n'y arrivera pas, là. C'est paradoxal, parce qu'on a en tête spontanément l'image d'une urbaine indécrottable, mais finalement, c'est quand même quelqu'un qui vient du royaume des mouches noires à Rouyn-Noranda. C'est clair. Puis, mais même à Rouen, j'avais mon bicycle, c'était un peu drôle. J'ai toujours aimé ça, puis j'avais pas beaucoup de place pour rouler, mais je me suis... c'est là que j'ai appris à être combative sur la route. J'imagine, et à gérer l'intimidation et en vélo à Rouen. À 15 ans, vous allez en Ontario apprendre l'anglais? Ben oui. Ça a marché, hein? Vous êtes pas pire en anglais. Ben oui, je pense que je suis pas pire pantoute. Là, vous êtes allé vivre à Trois-Rivières, puis à Montréal pour les études, diplômé en anthropologie et en muséologie. Ouais. Grâce à vous, tous ceux qui se font traiter de pelleteux de nuages dans ces matières-là vont dire non, je peux être maire ou mairesse d'une grande ville.
J'étais allée à l'université, puis c'était un peu ce qu'on me disait. On me disait, waouh, on aime ça vous utiliser comme exemple, comme quoi on peut faire plein de choses. Ah, c'est ça. Hey, au département d'entrepôt, ils sont comme... Toutes les familles, tu feras jamais rien de bon avec ça. Non, non. Checker la mairesse. D'abord conseillère de Ville-Marie en 2013, élue à la tête de Projet Montréal, alors dans l'opposition en 2016. Vous causez la surprise en devenant mairesse en 2017 devant Denis Coderre, qu'on pensait installer là pour un petit bout. Est-ce que vous aviez vu avec le recul venir cette victoire-là? Je peux pas. J'ai juste envie de te dire que cette victoire-là, puis toute ma carrière politique est à mon image. Moi, je suis une personne que quand je prends une décision, là, moi, je fonce, tu sais. C'est presque une certaine candeur qui m'habite, là, tu sais. Puis là, j'étais habitée par le désir d'amener notre parti à l'hôtel de ville. Mais tu travailles. J'ai travaillé fort, là, pour me rendre là. Et quel slogan électoral! Oui, le meilleur, l'homme de la situation. Mais en même temps, il y a quelque chose de le fun là-dedans, parce qu'on était fous, tu sais. On se disait, allons-y, tu sais, c'est savoureux, ça, une première campagne électorale où t'as, entre guillemets, un peu rien à perdre, tu sais. Ben oui, mais pas autant que la deuxième campagne électorale. J'ai envie de dire, elle était presque plus stressante, un peu, parce on était au pouvoir, j'avais une équipe, puis surtout, on avait commencé des changements, puis pour moi, c'était clair qu'il fallait qu'on soit là un autre mandat pour pouvoir bien les intégrer, puis montrer que les arbres poussent, puis que la rue Saint-Denis va pas mourir parce qu'il y a une piste cyclable. Tu sais, je voulais que ça se paraisse. Oui. Puis aussi parce que souvent, les femmes ne réussissent pas à faire un deuxième mandat. C'est vrai. Sont comme dans la transition, puis poup, elles disparaissent. Puis là, je dis, hey! Historiquement, c'est vrai qu'après ça, Pauline Marois, ça y est arrivé. C'est ça, exactement. Justement, je pense qu'après le premier mandat, après votre élection, c'était les premières critiques sur votre rire, toutes ces affaires-là, un peu qu'on n'entendait jamais pour un homme, de bonne humeur. Est-ce que vous avez senti que vous brassiez quelque chose? C'était un boys club, un peu la ville des... Il y a pas beaucoup de mères, en tout cas, dans des grosses villes. Bien, je pense que c'est même plus que le boys club. Oui, je pourrais te parler, tu sais, des doubles standards. Moi, je n'ai vécu à plein de niveaux dans ma vie. Un jour, j'écrirai un livre, tiens, là-dessus. Oui. Mais c'est sûr que c'était plus que le boys club. C'est comme un billet qu'on a intériorisé individuellement, mais aussi collectivement. Parce que je pense qu'il y avait des femmes aussi qui trouvaient que je riais trop ou je souriais trop ou que ça faisait pas sérieux. Ils m'auraient pas dit « elle sourit trop », mais ils diraient « ouais, je suis pas sûre, hein, elle est peut-être dans guillemets, elle est peut-être pas intelligente. Quand tu ris, c'est peut-être parce que t'es niais, parce que tu t'es innocente, tu sais. » Fait que moi, j'ai décidé de ne pas lâcher là-dessus. De toute façon, je ne sais pas comment faire autrement. Et deuxièmement, on m'a choisi parce que je sortais du moule, justement. Tu sais, je suis anthropologue, j'ai milité une grande partie de ma vie, je viens du milieu communautaire. Tu sais, j'ai pas comme tout un carnet d'adresses avec ce qu'on connaissait d'habitude, les avocats, les ci, les ça, des contacts avec le milieu économique. Donc, moi, j'ai dit non, on m'a choisi pour cette raison-là, puis je vais rester qui je suis. Puis je suis contente parce que je pense que ça a eu... ça a eu un impact. Je pense que oui. Sûrement. Parce qu'on m'a... Tu sais, les gens me le disent souvent, merci d'être resté comme vous êtes. On m'a souvent dit, hey, madame la mairesse, pendant la COVID, ça nous faisait tellement du bien de vous voir sourire, même vous entendre rire, ça nous faisait du bien. Un rire sincère. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, on continue. Puis en attendant la publication de votre livre, il y a quand même, on a senti quand même que vous aviez le vent en face rapidement. Ça n'a pas été long, des critiques, là, de bonne humeur. Montréal tombe en miettes, mais elle rit puis il y a du fun. Mais je veux dire, il y a un double standard. Évidemment. Oui. Tu sais, il y en a plein de doubles standards, là. Je pense que celui que j'utilise souvent, c'est quand j'ai fait l'annonce de mon départ, ça m'a frappé à quel point beaucoup de chroniqueurs, de journalistes, insistaient là. « Ah, mais êtes-vous fatiguée, madame la mairesse? C'était difficile à être mairesse, hein? Tu sais, puis je dis non. Puis on réinsistait. Puis ça, je me suis dit, hey, quand Pierre Fitzgibbon a quitté sa job de super ministre, là, est-ce que quelqu'un lui a demandé s'il était fatigué? Oui, mais il a été transporté par l'amour. Ça, on aime ça, c'est pour ça. Non, il change pas de sujet, là. Ce que je dis, c'est important. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas personne. Non, c'est comme si on voulait mettre la madame fatiguée. Tu sais, on voulait la mettre dans ce boîte-là, comme si peut-être ça vient nous rassurer. Je pense qu'il y a des gens qui s'inquiétaient pour vrai. Là. Ouais. Est-ce que ça va, madame la mairesse? Mais en même temps, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était, deux poids, deux mesures. Là. Effectivement. Est-ce que je peux oser une mini-théorie? Bien sûr. Tu sais, sur l'élection de 2017... tout ça était dans la foulée aussi de MeToo qui avait commencé comme 3 semaines avant. Là, je ne ferai pas un parallèle boiteux avec Denis Coderre qui a été accusé de rien, mais Roson, Salvay, Weinstein, tout ça, c'était 2-3 semaines avant. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ça a été imprimé dans la tête des gens? On est tanné, tu sais, puis
pauvre Denis Coderre qui a été victime de son faciès, mais les gens ont fait... Oh, on est tanné, des bonhommes dans cinquantaine un peu coquilles, tu sais, mais... non, mais c'est pas inintéressant. Non. Je pense pas que je serais capable de faire comme un lien comme c'est ça. Mais je pense peut-être dans l'environnement plus général, inconscient. C'est possible. Tu te dis, ça va faire du bien. Mais en même temps, le MeToo, tu sais, puis on pourra faire un podcast là-dessus, là. Tu sais, moi, j'ai trouvé que ça avait commencé à avoir des répercussions, comme là, on le sent beaucoup, là. Mais ça me semble que ça a pris un certain temps. Mais peut-être que tu as raison. Écoute, je vais... C'est dur à vérifier, mais tout ça était dans l'air du temps. Puis moi, je me souviens que autour de moi, c'était une bouffée d'air frais de vous voir débarquer là, parce qu'on est comme... Hey, les gars, on n'est plus capable. Puis je dis pas que vous êtes élus à cause de ça. Vous devez vos compétences et tout ça, mais tout ça est en même temps. Puis je pense qu'il y avait aussi, puis c'est peut-être lié, parce que c'est sûr que la politique, comme elle a été faite, on peut dire qu'elle a été faite par et pour les hommes, je pense que M. Coderre aussi incarnait comme ce style de politicien-là, qui est un homme, nécessairement. Un peu le shérif, là, tu sais, justement. Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, tu as peut-être comme une autre classe des femmes qui arrivent, qu'on est plus dans l'humilité. En tout cas, moi, c'était comme ça que je suis arrivée, là, avec moi, c'est ça que j'ai à offrir. Je vais rester fidèle à qui je suis, mais avec beaucoup d'humilité. Puis aussi en mode coopératif. Fait que je pense qu'il y avait définitivement un contraste. Puis moi non plus. Mais en même temps, moi, je n'ai pas caché de nombre de billets vendus pour une course ni rien. Là, non, on s'en rappelle. Vous êtes réélu facilement en novembre 2021 devant Denis Coderre 2.0. Revenu en force après son entraînement à la boxe. Finalement, il l'avait-tu ou pas son maudit cellulaire au volant? Oh, ben ça, c'est entre Denis puis son cellulaire. Il avait. Bon. J'écoute, tu sais. Qu'est-ce qui, tantôt, vous l'évoquiez un peu, qu'est-ce qui distingue le deuxième du premier? Je pense que la lune de miel était un peu finie. Là, vous vouliez aller de l'avant, pousser vos dossiers, mais là c'était le vent de fraîcheur était passé au deuxième mandat, j'imagine. Oui, mais je pense que les gens ont été capables de voir que malgré... Premièrement, j'avais passé à travers la COVID avec les gens. Je suis restée solide, je suis restée très humaine, très humble aussi là-dedans, les accompagner à travers ce chamboulement collectif, là, c'est clair. Puis, ils ont vu aussi que j'avais une vision, puis qu'il y avait déjà des bénéfices qui en ressortaient. Là. Comme je le dis, là, moi, je me rappelle le rêve Saint-Denis, comme exemple. On disait qu'en mettant une piste cyclable, on allait tuer le commerce, que les gens ne magasinent pas en vélo, que ça serait, en fait, que la rue allait exploser, presque. Là. Puis finalement, non seulement ça ne s'est pas produit, mais le nombre de locaux vocables, maintenant, a baissé. C'est une rue qui est dynamique. Les gens ont envie d'aller manger sur Saint-Denis parce qu'ils sont capables de s'entendre. Il y a beaucoup moins d'accidents parce qu'oublions pas non plus, là, les gens peuvent dire « Ah, les pistes cyclables ». Non, c'est pas une question de triper ses vélos ou pas. C'est une question que si tu es à pied en vélo, tu devrais te sentir aussi en sécurité que si tu étais dans ton char. Puis sur Saint-Denis, en moins de 10 ans, là, il y avait eu 300 collisions. 300! Oui, ça, c'est fait que, je veux dire, moi, je sais que dans le Centre-Sud, c'est là où la petite Maria, elle a été happée mortellement, la petite fille. Puis les gens ont dit, il faut agir. Puis tout de suite, on a agi. Moi, je veux pas être une mairesse qui attend qu'il y ait des accidents, pas des accidents, mais une collision pour dire « Ah, mais on aurait dû ». Mais non, c'est là, puis ça se passe les grosses artères. Fait que faut agir. Être proactif. La politique, ça a de l'air usé, popé. Vous l'avez évoqué tantôt, il y a eu un malaise. Un sport extrême. Un sport extrême. Vous avez eu un malaise en décembre 2023, en pleine conférence de presse. Là, ça va? Vous êtes en forme? Moi, je suis top shape, là. Mais n'empêche que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants avec ma blonde et je me trouve très, très progressiste, mais je pense que la charge mentale est quand même pas équitable. Tu sais, je pense que j'en fais moins que ma blonde. Est-ce que ça doit être brûlant? Parce qu'avec 2 enfants aussi, mener une carrière aussi publique, tu sais, à la tête d'une ville où il y a beaucoup d'actualités, il y en avait ce matin, il y en a tout le temps, c'est sûr que ça doit tirer du jus, là. Oui, ça tire du jus, mais en même temps, je pense qu'il faut... c'est une décision de famille, c'est une décision de couple. Puis autant moi, j'ai été la maman, le parent un peu, le premier répondant, si on va dire, de mes enfants puis de ma famille, toute leur petite enfance. Mais quand j'ai décidé de me lancer en politique, mon mari était d'accord. Puis en fait, c'est lui qui a pris toute la charge mentale, s'est occupé de tout. Moi, je suis plus jamais allée à une rencontre de parents. J'ai plus rien fait, là. Je fais pas à manger, je fais rien. Okay. C'est mon mari qui prend ça. Fait que sans lui, tu sais, je serais pas la politicienne que je suis. Puis
Puis je pense que sans moi, il serait pas l'homme fabuleux qu'il est, tu sais. Ouais. Mais ceci étant dit, il faut que je te dise, c'est très rare que je réponds à cette question-là. Et vraiment rare, je regarde de ma collègue Catherine, parce qu'en général, je me rebiffe tout le temps, puis je dis toujours à la personne, l'as-tu demandé au gars cette question-là? Je le demanderai, oui. Okay. Quand j'ai des gars, je leur demande, ça brûle. Non, mais bravo, parce que ça, c'est en double standard. Je vais t'en donner un, c'est que j'ai remarqué que c'était inévitable, là, surtout au début de mon pré-mandat, on me demandait tout le temps de commenter la conciliation travail-famille, d'aller sur des shows pour parler de ça, quasiment c'était quoi mes trucs. Puis j'ai dit, non, j'arrête de parler de ça, pas parce que c'est pas important, mais je me disais, tant et aussi longtemps que les journalistes, on s'intéresse juste à cette question-là pour les femmes, ça ne changera rien. Je suis vraiment d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gars aussi. Non, mais j'ai aimé comment tu l'as posé. Ouais. Mais comme si tu me dis que tu l'as... Je vais checker tes prochains podcasts. Ben, quand tu par contre, je vais faire attention. Oui, je vais la poser. Je vais checker. Oui. On va couper ce bout-là, de toute façon. Ah, là. Non. Bon, j'avais une question 7 jours, je pense que je vais laisser faire. J'étais comme, non, mais vous êtes dans un vieux couple depuis les années 90, je pense. On me demande jamais ça. Hey, je comprends. 26 ans. Moi aussi, là, ça fait ça, là. Combien? 26, là. Ben oui, mais on est des... ça n'existe pas. On a-tu le même âge? À peu près, je pense. Moi, j'ai 50. Ouais, je suis dans la même équipe, là. Okay. Hey, je m'en viens. Ben 47, mais parce que chez Urbania, 47, c'est vieux, là. Ça fait 26 ans que tu es avec ta blonde. Oui, mais moi, je pensais que j'avais fait le tour avant, tout, mais pas du tout, mais je suis quand même content. Tu sais, je suis dans un... Mais je demande tout le temps aux gens qui sont en couple depuis longtemps, c'est quoi le truc, t'sais. Mais tu fais bien de le demander, parce qu'il faut qu'on se valorise. Oui. On est comme des weird. denrées rares. Ben là. oui, tout le monde nous regarde bizarre. Je sais, et pourtant. C'est quoi le truc? C'est jamais se prendre pour acquis. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, puis c'est pas... faut pas lésiner sur les efforts, parce que... c'est beau grandir ensemble, tu sais, mais ça amène aussi un défi. Puis ça amène toutes sortes de choses, mais pas se prendre pour acquis, je pense. Puis pas se coucher fâché. Oui, jamais. Moi, en tout cas, moi, je me suis jamais couché fâché. Non, moi, des fois, je suis un boudeur. En tout cas. OK. Fait que l'entrevue n'est pas sur moi, c'est vrai, j'ai oublié. Finalement. Non, mais en fouillant, j'ai fait, ça fait longtemps que vous êtes en couple. J'ai fait, moi aussi, des années. OK. Moi, mes collègues n'étaient pas nés quand je commencé à sortir avec moi aussi, ça m'arrive. Ça, là. Okay. Moi aussi, ça m'arrive, ça. Qu'est-ce qui vous aurait fait rester en politique? Là, c'était fini, là, à l'hôtel de ville. Parce que vous auriez pu, vous avez quand même... vous n'êtes pas parti parce que vous étiez écœuré, là, de... Non, c'est vrai, je suis pas tannée de ma job, je l'adore, ma job. Ouais. Mais je suis une personne qui considère que, à un moment donné, il faut prendre du recul dans la vie. Juste... Mais pas 2 semaines, là. Tu sais, un vrai recul pour pouvoir comme assimiler, parce que j'en ai vécu des choses, des belles, des folles, des difficiles. Tu sais, puis après ça, pour devenir une meilleure personne, je pense qu'il faut prendre du recul à un moment donné. Puis, il y a aussi cette idée que moi, le pouvoir est arrivé dans ma vie. Tu sais, je rêvais pas de devenir mairesse, là. C'est arrivé, mais je suis contente de l'avoir fait. Puis je pense que je l'ai bien fait. En tout cas, je l'ai fait avec mes tripes puis mon cœur. Mais pour moi, le pouvoir, c'est pas quelque chose que tu gardes, là. Ouais. Faut le passer, là. Faut le passer. Puis ça, c'est intéressant. Il y a tellement de monde qui me rencontrent dans la rue et disent « Madame Plante, tu sais, je vous aime ou j'aime moins cette décision-là. Ouais. » Tellement, il y a quand même beaucoup d'affection pour moi. Mais c'est bravo d'être parti comme ça. Tu sais, ça... Tu sens que ça les... Pas s'accrocher, là. Oui, mais tu sens quasiment que ça les réconcilie. Je trouve que ça l'aide un peu à tuer le cynisme, souvent autour des politiciens qui sont comme... qui s'accrochent longtemps, comme si c'était un précieux. Ben non, là... Oui, puis ça montre que vous êtes là pour les bonnes raisons. Vous n'êtes pas là pour une soif de pouvoir insatiable. En effet, là, ou pour la paye, ou que pour le niveau de stress. Je travaille fort, là, c'est stressant. Là. Vous pourriez faire plus d'argent, pas à la tête d'une ville. Là, avec moins de stress. Avec moins de stress, probablement. Mais en même temps, c'est une job fabuleuse. Hein? C'est un... Quel privilège de pouvoir transformer la ville. Oui, c'est quand même pas pire, là. Pas pire. Dans un CV, ça va. Pas pire. Bon, je vais faire attention à mes questions stéréotypées, mais il y a quand même quelque chose qui est vrai. Il y a quand même un traitement pour les femmes qui est vraiment plus intense sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont lâché. Vous avez vous-même fermé la section commentaires à un moment donné d'un de vos réseaux sociaux parce que est encore fermé. Ça va pas bien, là. Puis on sent pas que ça s'en va dans le mieux avec une espèce de montée du masculinisme. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent carrément de faire de la politique. Vous partez dans un contexte un peu sombre. Ben, oui, t'as raison. Oups, je suis passée au-dessus. Ah, ben moi c'est correct, là. je le revendique chez Urbania. Le dessus. Ah oui, avec mes collègues. Oui, c'est vrai. Puis, oui, ça m'inquiète. En même temps, je pense qu'il faut pas... je veux pas que les femmes, on arrête de faire de la politique
à cause de l'intimidation. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Premièrement, comme quand on est une personnalité publique, je pense qu'on doit décider de se préserver. Tu sais, moi, j'ai fermé ma boîte de commentaires de X, mais j'ai aussi une équipe qui filtre les messages. Tu sais, puis l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Moi, qu'on me dise « J'haïs ta décision, telle affaire, c'est de la merde », même ça, moi, ça me dérange pas. Non. Bon, ça pourrait être dit différemment. Mais que si on s'attaque à moi puis qu'on me traite de maudite folle, puis là, c'est doux ce que je viens de dire, là, pour moi, ça, c'est non. Puis je pense qu'on devrait... il y a une réflexion de société à avoir au niveau aussi de ce qu'on accepte qu'il soit dit publiquement sans qu'il y ait de conséquences. Moi, je pense qu'on devrait criminaliser les paroles misogynes qui peuvent mener à des gestes misogynes. Je veux dire... on a eu Mme Marois, un attentat contre elle. On a eu, moi, j'ai vécu avec Polytechnique. Donc, c'est des gens qui sont passés à l'acte, mais quelque part, si on banalise la façon dont on peut traiter les femmes, parce que ce sont des personnalités publiques ou pas, pour moi, il y a un problème. Donc, on devrait légiférer. On devrait, de la même façon qu'on ne peut pas dire des choses racistes, on ne peut pas dire des choses antisémites ou islamophobes, on ne devrait pas pouvoir dire des choses misogynes. Effectivement, parce que les gens on oublient que ça sera en vous puis que vous les voyez, ces messages-là. Absolument. Mais puis, ça sera en moi, mais c'est aussi, encore une fois, c'est que ça vient nourrir peut-être des personnes qui pourraient, à un moment donné, ça vient... on parle de côté de santé mentale ou de détresse, qui peut venir alimenter, qui peut venir donner une espèce de justification. Là. C'est ça aussi, c'est que ça impacte d'autres personnes aussi. C'est clair. Vous avez annoncé cet automne que vous ne serez pas candidate en novembre prochain. Plusieurs élus de tous les paliers ont salué votre départ. Saluer mon départ, c'est comme bye! Non, au contraire, c'était celui d'une mairesse engagée, amoureuse de sa métropole. Ouais. Ça touche-tu? Ça, c'est-tu sincère ou ça a l'air d'être un peu, bon, il faut le faire, on salue son départ ou ça avait de la... Ça dépend de qui, mais de façon générale, je l'ai senti sincère. Puis j'ai reçu beaucoup de messages en privé. J'ai reçu tellement de citoyens m'ont écrit. Qui ont pris le temps de m'envoyer. Souvent, ils prennent le temps de nous envoyer peut-être des critiques ou des choses qu'ils n'aiment pas. Mais là c'était beaucoup, beaucoup de très, très beaux messages que je garde. J'ai comme un espèce de scrapbook avec mes messages quand j'ai des journées dures. Là, je les check des fois. C'est précieux, ça? C'est précieux. C'est un peu comme décider de son départ, c'est aussi un peu aller à ses funérailles, mais être vivante. Ouais. C'est le fun. Oui, parce que tu te dis, OK, les gens ont retenu ça, telle affaire. Même à la limite, les médias parlent de nos legs, de ce qu'on a fait. Ouais. C'est agréable parce que on y met vraiment du sien dans une job de même. C'est pas du 9 à 4. Là, vous vivez à 50 ans ce que Jeannette vit à 100 ans. C'est pas pire d'avoir une reconnaissance de son vivant. Mais je me compare pas à Jeannette, par exemple. Non. Quand même. OK. Très humble. Vous avez sûrement des chouchous là-dedans. On sentait une petite connexion avec Régis Labaume, Bruno Marchand, Maxime Pedneau. Peut-être que vous avez influencé des femmes plus jeunes aussi, Catherine Fournier. C'est ce qu'elles me disent. Puis moi, j'ai beaucoup de femmes qui ont été élues en 2021. Je leur ai écrit, je leur ai dit, je suis là, vous avez besoin de moi, parce que je pense qu'on doit se soutenir aussi, non seulement entre femmes élues, mais aussi au niveau municipal, parce que le milieu municipal, c'est tough. Parce que, nous, on a des questions qui viennent à chaque mois au conseil municipal, à l'épicerie, tu rencontres tes citoyens. Cette proximité-là, elle est précieuse, mais elle est parfois extrêmement lourde. Fait qu'il faut qu'on se tienne, les élus, là. Oui, puis, au-delà des nids de poules puis du déneigement, c'est gérer une ville. Régis Labaume m'a dit quelque chose de cute à votre sujet. Il a dit, on bâtit pas une ville pour les boomers. Ça, elle l'avait compris. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans l'espèce de maintenance de la ville. On est dans le rêve un peu de Montréal. Là. Le rêve, puis je me dis ça, comme penser la ville pour les prochaines générations. Fait que quand on pense au changement climatique, moi, on les vit, mais le pire s'en vient. Fait que je pense que quand on fait des parcs éponges, quand on plante des arbres, quand on répare les canalisations, on le fait pour nous autres, mais on le fait surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Fait que puis je pense qu'un politicien, idéalement, doit toujours être dans cette logique-là. Là. Encore une fois, même si c'est pas populaire, parce que des travaux, il n'y a rien de moins populaire que ça. Ouais. Tout le monde taillit quand tu fais des travaux. Là, même si quand c'est pas la ville. Même si c'est une pépine privée qui construit une tour d'habitation, à énergir, à... Personne ne tripe ses qu'on Non, puis ils vont dire c'est la ville. OK. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire la ville pour les générations futures. Ouais. Bon, c'est le temps de braguer un peu. Là. Okay. Vos meilleures réalisations en 8 ans? Mes meilleures réalisations...
Bien, le verdissement, c'est sûr, parce que les gens qui viennent à Montréal, les touristes, les gens qui l'habitent sont juste comme « wow, c'est plus vert ». La ville qui est plus sécuritaire quand les déplacements, là, mettons, toutes les saillies de trottoirs pour protéger les intersections, les élargissements de trottoirs, que ce soit sur la rue Sainte-Catherine ou à Plaza Saint-Hubert, le monde aime ça marcher. Quand on leur met des belles installations, le monde en profite. Les rues piétonnes! Ouais. Les rues piétonnes, on avait la rue Sainte-Catherine, là, évidemment, mais quand on est arrivé, on a décidé d'en faire. On a profité de la COVID pour montrer aux gens ce que ça pouvait donner. Puis après ça, le monde ne veut plus... Les gens pleurent sur Mont-Royal quand on la ferme quasiment au mois de septembre, là. Ouais. Alors, ça, les rues piétonnes, puis non seulement c'est le fun pour la population, mais c'est bon pour les affaires aussi. J'ai envie de dire pour le... Ah, puis ça, on le sait moins, mais j'ai quand même contribué à transformer, je dirais, la sécurité publique, c'est-à-dire qu'on a créé un modèle de sécurité montréalais qui travaille beaucoup avec les policiers, mais quand j'ai engagé M. Daguerre, se rapprocher des populations, amener les policiers à connectés à des réalités qu'ils connaissaient moins pour qu'ils soient plus sensibles. On a décidé de mettre les jeunes au centre de notre démarche parce que en 2021, quand j'ai été élue la deuxième fois, il y avait une augmentation importante des violences avec des armes qui incluait les jeunes. Ça a baissé de 30% depuis. Mais ça n'arrive pas de même, là. Ouais. C'est vraiment quand tout un écosystème se mobilise, puis on travaille avec les jeunes. Une nouvelle mentalité pour la police aussi. Oui, tu sais, on les amène tranquillement, tu sais, on pousse. Je pense que c'est ça aussi, c'est pour le futur, tu sais, c'est tout pour eux autres. Moi, je vis pas loin de P9, j'aime bien ce que vous avez fait sur... T'aimes-tu le SRB? C'est merveilleux. Écoute, faut que je te le dise, je l'ai essayé juste une fois. Ça roule? Ah, c'est le fun. Oui. Pour vrai, ça, bravo. Très contente. Vos échecs? Ben là, tu parles du SRB, ça c'est bon, mais c'est sûr que, tu sais, la ligne rose, comment dire, ben je suis déçue. Je suis déçue parce que, tu sais, la ligne rose vers Rosemont dans ton coin, ça, le gouvernement, il n'avait jamais full adhéré, là. Fait que, tu sais, mais par contre, l'autre tracé qui partait de Centre-Ville jusqu'à la Chine, ça, il y avait une poignée de main, là, avec M. Dubé. On a fait une conférence de presse ensemble. C'était au PQI. Et là, pouf, ça a disparu. Puis, tu sais, moi, c'est que j'ai accepté de prendre de l'argent dédié au transport collectif des Montréalais pour le prêter à Québec pour faire un tramway. Puis, même ça branle dans le manche. Fait que, est-ce que je suis déçue? La réponse est oui. Puis, plus largement... Je pense que là où j'ai pas accompli ce que je voulais, c'est que j'aurais souhaité qu'il y ait plus de transport collectif à Montréal. Ouais. On a débloqué la ligne bleue, ça, je suis vraiment fière. Mais, tu sais, on en veut plus. Puis à Montréal, c'est pas une question de monde vont vouloir pas avoir de transport collectif, ils en veulent. Tu sais, on a le métro, on sait comment ça marche, puis c'est cool. Fait que ça, je suis déçue. Ouais, ça, je suis déçue. Des petits scandales, le CPM, le chaos des terrasses du Grand Prix, mais ça, j'imagine, ça fait partie de la game aussi quand on oui, OK. Ben tu vois, pour moi, ça, c'est... Tu sais, c'est pas, comment je dirais, donc, c'est pas nécessairement des échecs. C'est plus quand, wow, OK, il s'est passé quelque chose, puis ça peut pas rester de même. Fait qu'après ça, une fois que tu prends la crise, ben il faut que tu la transformes en opportunité et dire, OK, go. Fait que les terrasses, on est prêts cette année, le Grand Prix, on est excités, ça va bien se passer. En tout cas, toutes les énergies sont déployées. Vous avez reproché à François Legault de fermer les yeux sur la crise humanitaire vécue par les sans-abri à Montréal. L'opposition, par contre, elle, vous reproche de ne pas en avoir fait assez. Dans les deux cas, une chose est sûre, ça va pas si bien que ça. Ça va pas bien du tout dans la rue. Prenez-vous une part de blâme là-dessus? Auriez-vous aimé ça faire plus? Bien, faire plus. Honnêtement, c'est un dossier qui, pour moi, j'en ai parlé tous les jours dans ce dernier mandat-là, je dois dire, là, à chercher des solutions en ayant tellement pas beaucoup de ressources. Puis, tu vois, quand j'en parle, puis je me pogne la tête. Là, c'est toujours demain, c'est toujours ce qui arrive parce que, tu sais, la question de l'itinérance, c'est pas une ville qui a les moyens, tu sais, les pouvoirs. Tu sais, l'itinérance, c'est de la santé mentale, des problèmes de logement, des problèmes de toxicomanie. C'est relié, là. Moi, j'ai pas de médecin, j'ai pas d'infirmière, j'ai pas d'intervenant en toxicomanie, j'ai pas d'hôpitaux, j'ai pas ça. Fait que c'est ça qui est difficile. Ceci étant dit, on a décidé à chaque fois, on a investi plus que jamais pour soutenir des organismes. Est-ce qu'il en faut plus? Absolument. On a poussé le gouvernement à mettre de l'avant différentes... de mettre plus de lits. Mais là, on le voit, ça explose là, avec les tentes, les campements. Il y a beaucoup plus de vulnérabilité. Donc,
j'ai envie de dire en mon âme et conscience que je trouve qu'on en a fait beaucoup. Mais je pourrais jamais dire, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est impossible parce que faire tout ce qu'on pourrait, ça serait de s'asseoir avec le gouvernement, côte à côte, puis se dire, on va régler ce problème-là. Puis ça passe par quoi? De l'habitation. Là, on vient de mettre en place du modulaire. Moi, je suis super contente de le faire, mais du modulaire, là, j'ai à peu près 90 unités. Le gouvernement, avec son dernier recensement, c'était comme 5000 itinérants à Montréal, je veux dire. Non, puis c'est C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. J'aime pas cette idée que ça se passe à Montréal ou ça se passe à Longueuil ou ça se passe à Alma, puis que les villes un peu... qui gèrent ça un peu comme ils peuvent. C'est clair. Ça n'a jamais été non plus... vous avez jamais été pro-campement, mais c'est quoi la solution? On n'a pas les gens... L'acceptabilité sociale, c'est pas facile. Si on prend Benoît Labre... Oui, qui est un centre d'injection, là, oui, absolument. C'est tough de trouver la recette. Ça prendrait... L'équilibre. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, on a des citoyens qui, eux... C'est pas qu'ils ont un mauvais cœur, mais ils se disent, là, c'est parce que moi, il y a des gens qui prennent, qui consomment dans ma ruelle. Je trouve des seringues, ça m'inquiète pour mes enfants, puis ils ont raison. Ouais. C'est ça, c'est pas simple. Donc, nous, on va continuer à faire ce qu'on a fait cet hiver. On a offert un refuge à nos frais, aux frais des Montréalais, alors qu'ils payent des impôts pour payer la santé qui, elle, s'occupe de l'itinérance. Mais je dis, bon, on va le faire, mais c'est pas suffisant. Il faut arrêter d'avoir des mesures à la pièce. C'est pour ça que je demande un plan national. Parce qu'encore une fois, Montréal, c'est une tête de flèche. Ouais. C'est gros ici, mais là, on le voit ailleurs. Oui, c'est ça, ça déborde partout. Là. Ça va déborder partout à un moment donné si on n'a pas une perspective nationale qui inclut et l'habitation, et les finances, et, comme je disais, la santé, etc. De vouloir régler ça, dont le logement, que là, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il y a des pays qui ont réussi à le faire. Mais écoute, ils ont mis la gomme, mais il y a une réflexion globale. C'est plus juste à la pièce, là. J'écoutais la nouvelle série balado de Simon Coutu sur la crise des opioïdes. C'est vraiment bon. Je vous le recommande. Lui, il parlait de centres de consommation 24 heures. Comment ça s'appelait, ça? C'est sur la crise des opioïdes ou quelque chose de même. C'est pas enquête, là. Non, c'est à l'audio. Je vais l'écouter. C'est bon. Je vais l'écouter, c'est ça. Mais oui, des centres 24/7. Mais en même temps, ça, c'est comme de l'urgence. Fait qu'idéalement, il faudrait qu'il y ait du logement social aussi. Puis pendant quelques années, le gouvernement du Québec a fait des changements de programme, puis ça n'est pas construit du logement social. Fait qu'on est aussi en déficit, tu sais, c'est ça, c'est pas simple. Mais je suis pas en train juste de blâmer le gouvernement du Québec. Mais à un moment donné, quand on a un gouvernement qui nous dit « gère ta fougère », ben je suis obligée de dire que cette grande fougère de la santé mentale et itinérance, ben c'est la ville est limitée. Croyez-vous laisser une plus belle ville aujourd'hui que quand vous êtes arrivé en poste? Ah, ça, c'est une très bonne question. Étant donné qu'il y a tellement de chantiers en ce moment, je peux même pas dire oui. Parce que les gens vont dire, ben voyons donc, il y a tellement de chantiers. Puis je les comprends. Puis je suis d'accord parce qu'en plus qu'on fait des parcs éponges, on agrandit des trottoirs, ben on s'occupe des tuyaux que plein de monde ne sont pas occupés avant nous, là. Sérieusement, c'est prouvé, c'est documenté que pendant des décennies, les précédentes administrations ont ni investi l'argent et le temps parce que ça pogne pas. Alors, vous avez hérité de la job sale moi, ça me tente pas de pitcher par en avant. Fait que, il y en a des chantiers. Puis, qui dit chantier, dit nécessairement soit plus de saleté, ça peut être de la poussière, ça peut être de la machinerie, un sentiment aussi que c'est plus sale parce qu'il y a des trous. Alors, on le comprend. Mais honnêtement, là, je suis convaincue que avec tout ce qu'on a planté comme arbre, les places publiques qu'on a créées, tout ça, là, cette espèce de réappropriation, le recalibrage de l'espace public qu'on a redonné aux citoyens, moi, je pense que dans 5 ans ou 10 ans, on va capoter. Oui, c'est ça. On va récolter les fruits. En même temps, la crise qui aggrave, il y a la détresse, l'insécurité dans le métro, tout ça. Vous ne pouvez pas contrôler tout ça non plus. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que puis malgré tout, là, c'est ça aussi. Moi, je voyage à l'étranger et quand les gens viennent à Montréal ou ils me parlent de Montréal, ils nous disent, puis on l'oublie comment Montréal est une ville extrêmement verte, là. Très verte, c'est une belle ville. Les gens disent tout ça, c'est une belle ville, vous êtes chanceux. Mais on est toujours je veux faire attention, c'est quand je dis ça, on va me dire, bon, on est dans le déni, tu sais, je comprends, mais des fois, on n'est pas les meilleurs juges ou on est peut-être trop proche de la feuille. Oui, on a les 2 pieds dedans. Des travaux. Oui. C'est vous qui le dites. On achève. 2 petites questions. Allez-y. C'est quoi l'avenir de Montréal, selon vous? Êtes-vous déçu de voir un homme vous succéder, Luc Rabouin? Est-ce que vous allez être une belle-mère de la politique ou vous allez prendre des distances?
Définitivement prendre une distance. Là. Moi, j'ai jamais aimé ça, les gérants d'estrade, parce que belle-mère, d'être une belle-mère, là, c'est vrai. C'est genré, là. Regarde, il me reste 2-3 billets, là. C'est vrai. Je me fais pogner. Donc, des gérants ou des gérants d'estrade. Oui, des gérants d'estrade. On n'aime pas ça. Non, c'est vrai. Si tu quittes la vie politique, je pense que c'est pour aller voir. En tout cas, moi, je vais aller voir le monde. Je vais aller. Il y a plein de façons de changer le monde, pour vrai, là. Puis je pense vraiment que les gens ont besoin. La personne qui va me succéder, elle va faire des erreurs, elle va être bonne, elle va apprendre, elle saura qui elle est. Oui. Alors, pour moi, puis avec notre chef, Luc Rabouin, je suis très, très en confiance parce que non seulement, il me ressemble un peu dans la mesure où c'est pas un politicien de carrière. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé en politique. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de mauvais pli certains, on pourrait voir chez d'autres. Puis aussi, c'est un gars qui est vraiment l'économie sociale, c'est un gars de chiffres, en tout cas. Et je pense que ça, dans le contexte actuel, avec la guerre tarifaire, je pense que ça peut aussi être rassurant puis être bon pour tout le monde. Puis, de toute façon, il est le chef d'un parti que, je pense que j'ai contribué à rendre plus féministe, plus humaniste, beaucoup plus de représentation des femmes, représentation culturelle. Fait que les valeurs de Projet Montréal sont là. C'est ça notre force. Peu importe c'est qui est en haut, là. Les assises sont solides. Vous êtes encore jeune. Est-ce que vous voulez... Merci! Non, mais 50 ans. Voulez-vous annoncer maintenant que vous allez être chef du NPD ou on attend un peu? Je peux annoncer que je ne serai pas chef du NPD. OK. Mais la porte a l'air grande ouverte, par contre, là. Mais, je pense que, honnêtement, c'est ce que je viens de te dire, hein. Quand on quitte la politique, moi, je pense que c'est bon de prendre de l'espace. Puis je quitte justement pour pouvoir prendre du recul. OK. Fait que je vais... là, vous êtes trop jeune pour partir à la retraite. Ah non, j'ai pas dit que je m'en allais à la retraite, là. Non, c'est ça, là. Ah non, j'ai bien trop d'énergie pour ça. On engage sur Urbania des fois, OK, ça vous tente? C'est bon. Je vais prendre... Je vais laisser ma carte. Je vais avoir quelqu'un de mon âge d'un party. Ça serait le fun. Dernière chose, mettons vous allez en voyage cet été à Compostelle, comme tous les anciens maires ou maires de Montréal. Là, vous croisez quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici, puis il vous demande des conseils. C'est quoi la meilleure période pour visiter Montréal? Moi, j'aime beaucoup l'automne. Tu sais, fin de l'été, automne. Là, je trouve que le mois d'août, Caroline, que c'est rendu le fun, là, puis septembre. Faut-tu que je dise où aller? Meilleur resto. Meilleur resto. Oh, là, je suis un touriste rencontré, j'ai pas beaucoup de temps. Oui. Mais moi, je vais parler, mon petit coin d'amour, moi, c'est chez Mamie. Chez Mamie? Chez Mamie, dans la petite patrie. J'habite dans ce coin-là. J'aime beaucoup ça. Mais il y a tellement de bons restaurants dans la petite patrie. Meilleur bar, à part le La Tulipe, là? Elle est bonne. Moi, j'aime beaucoup les bars à vin, fait que j'aime ça aller au Rouge-Gorge. Pas de karaoké? Meilleur bar karaoké? Ah non, mais moi, je fais pas de karaoké parce que je ne partage pas le micro quand je chante. Ben là. Ah non, je suis comme... C'est quoi votre tune? C'est quoi votre... Qu'est-ce que j'aime chanter? J'aime ça chanter du Lady Gaga. J'aime ça chanter du Françoise Hardy. Tous les garçons. Non, c'est ça, oui. Meilleur festival? Les Franco. J'aime beaucoup les Franco. Meilleur quartier au vivre? Le mien. Le mien ou celui où je suis élue, c'est dur, ça? Oui, c'est vrai, ça. La petite patrie. J'aime ça. Puis, terminant, meilleure œuvre d'art urbaine à Montréal. Murale, œuvre d'art. J'aime beaucoup, j'en ai deux. Celle de Françoise Sullivan, qui est sur la place du Puy. Oui. Une œuvre magnifique de cet artiste, toujours vivante. Et sinon, le magnifique vitrail de Marcel Ferron à la station Champ-de-Mars. Bon dernier droit, Madame la mairesse. Merci. Merci d'être passée nous voir. Ça a été très agréable. Pareillement. Ça m'a vraiment changé les idées de ma journée. Je suis là pour... Je vais sortir d'ici comme comme le cœur léger. Je vais gambader. C'est ce qu'on me dit souvent. Que tu fais gambader les gens en sortant. C'est l'effet que tu fais. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Et je vais travailler mes biais. Patriarcat. Parfait. Patriarcat. Patriarcaux.